Alors là, on replonge dans la préhistoire, même si c'est la préhistoire récente. Comment ces comportements différents peuvent altérer la morphologie du squelette. Alors, contrairement à ce qui est dit dans le programme, Sébastien Villotte est membre du CNRS, mais il est invité actuellement à l'Université de Liège. Merci. Bonjour à tous, merci d'être restés pour la dernière communication. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui et donc je vais vous parler dans la continuité de ce que nous a raconté Anthony Colombo, dans la même idée de savoir ce qu'on peut dire à propos des comportements, mais également des aspects culturels, socioculturels dans un groupe donné. Et mais pour compléter un petit peu la journée, aujourd'hui on a parlé beaucoup d'adaptation du corps humain. Et je vais parler d'adaptation, puis je vais essayer de le joindre aussi avec l'altération. On va parler aussi un peu de pathologie, un peu des deux. Parce que ça ne marche pas toujours, il y a des fois où ça... Voilà. Donc on va essayer de parler un peu de tout ça. Et on va espérer que ça fonctionne. Voilà. Et le cas d'étude, ça va être le paléolithique supérieur, que vous connaissez sans doute. C'est une période qui s'étend de 40 000 à 10 000 ans environ, qui est caractérisée en Europe par l'explosion d'art pariétal, qui est très bien connue aussi par ses statuettes féminines. On connaît bien par les outils, par les très nombreuses sépultures, parfois richement dotées, et on les connaît aussi par ces fossiles qui sont dans ces sépultures. J'ai pris l'exemple de Cro-Magnon. Ce sont des hommes anatomiquement modernes, ils nous ressemblent en grande partie, et je vais essayer de vous présenter aujourd'hui ce qu'on peut raconter à propos de leur vie et de leur culture d'après leur squelette. Alors, on en a parlé toute la journée. Notre corps est modifié par de nombreux facteurs durant la vie, par ce qu'on mange, par ce qu'on vit, par ce qu'on fait. C'est très bien documenté en sport, c'est très bien documenté aussi en médecine du travail, notamment. Et bien évidemment, ça a un impact sur notre squelette. Donc l'hypothèse de base, c'est une hypothèse qu'on dit actualiste, c'est si ça se passe actuellement et si on peut le documenter actuellement, on peut à peu près faire pareil pour les populations du passé. C'est une hypothèse. Alors c'est un sujet d'étude qui est très ancien, j'ai pris comme exemple un cas caractéristique. En 1988, Manouvrier sort une étude assez fantastique à mon avis sur les tibias des hommes de Cro-Magnon. Il rejette l'hypothèse formulée par Broca 20 ans plus tôt, une hypothèse raciale, et propose que cette morphologie des tibias de Cro-Magnon est associée à ce qu'ils avaient vécu durant leur vie. Et donc, lui, il l'associe à une mobilité très importante. Donc c'est un sujet d'étude qui est très ancien. Et de nos jours, on distingue à peu près, à la louche, environ 150 changements au niveau du squelette qui pourraient être associés à ce qu'on a fait durant notre vie. Donc il y a un atlas là-dessus, et c'est un sacré bazar. Alors pour tenter de classer un peu ce bazar, je me suis permis de prendre un petit schéma avec un modèle qui nous montre d'une part l'intensité des sollicitations physiques, des charges et la fréquence des charges. Et donc c'est un modèle qui va nous expliquer de manière théorique ce qui se passe pour le squelette. Donc là, on est dans la zone de charge dite physiologique, il y a un turnover osseux, c'est un entretien assez classique. C'est ce qui se passe quand on a une activité physique régulière. En dessous, c'est bien documenté, vous le savez sans doute, si vous passez de nombreuses journées alitées, ou aussi pour les astronautes, on va avoir une perte osseuse quand on a une charge qui est dite triviale. Au-dessus, et c'est un peu ce dont on a parlé toute la journée, on est dans une zone de surcharge, où on va avoir une déformation osseuse en adaptation aux contraintes, et on va avoir de la formation osseuse, on va avoir de l'os qui se forme. Et alors ça, on n'en a pas parlé... Alors pardon, excusez-moi, je vous présente juste ça. Donc c'est extrêmement bien documenté grâce aux études sur les sportifs, avec par exemple la comparaison d'un bras, un scanner qui coupe virtuellement un humérus d'un joueur de cricket non dominant et dominant. C'est aussi extrêmement bien documenté par l'expérimentation, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Un point qui me semble important de rappeler, c'est que c'est un phénomène d'adaptation osseuse qui se passe toute la vie, mais qui se passe en fait essentiellement à l'adolescence. Donc c'est quand même quelque chose qui est important à rappeler, je pense. Au-dessus de cette zone, on a la zone dite de surcharge pathologique. Et donc là, on va arriver à une incapacité du squelette à s'adapter aux contraintes subies.
Donc on va avoir ce qu'on appelle les microtraumatismes qui vont soit toucher l'os, soit toucher les cartilages. Alors, d'un point de vue épidémiologique, les données viennent essentiellement de la médecine du travail. On a énormément de données là-dessus. D'un point de vue de l'imagerie, les données viennent essentiellement de la médecine du sport. Et on a un petit peu, mais beaucoup moins que dans le cas de la surcharge classique, d'expérimentation animale également. Ça se passe toute la vie également, mais on va avoir des types de traumas, de micro-traumas qui vont être différents suivant les phases de la vie. Donc, grosso modo, à l'enfance et surtout à l'adolescence, on va avoir ce qu'on appelle les ostéochondroses, des atteintes des cartilages. Et puis, à l'âge adulte, on va avoir classiquement ce qu'on appelle de l'arthrose et des anthésopathies. Et donc, les anthésopathies, c'est ce qu'on appelle classiquement des tendinites. Donc, c'est l'atteinte de l'insertion des tendons. OK ? Et puis, au-dessus de ça, on a une zone où il y a une rupture directe. Et donc, on va avoir une fracture ou une dislocation ou une avulsion osseuse. C'est une zone qui nous intéresse relativement peu parce que c'est un événement unique qui ne nous dit pas grand-chose sur la vie quotidienne des gens. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement m'intéresser à ces deux parties-là, à la zone de surcharge et à la zone de surcharge pathologique, et voir ce qu'on peut raconter comme histoire à propos des populations du Paléolithique supérieur. Alors je tiens quand même à préciser, on en a parlé un tout petit peu, Anthony l'a juste mentionné là, il est bien évident que notre squelette, il ne va pas être juste modelé par ce qu'on fait durant la vie. Il y a énormément de facteurs qui jouent. Il y a des facteurs qui sont non mécaniques, génétiques, statut hormonal, ce qu'on va manger. Puis il y a des facteurs mécaniques qui ne sont pas directement associés à nos activités physiques. Okay ? Si la température extérieure, si vous faites du sport, vous n'êtes pas entraîné, les chaussures, votre poids, énormément de facteurs qui vont jouer. Donc nous, on étudie, on interprète évidemment, on met en valeur cette partie-là, mais c'est juste une petite portion en fait, de ce qu'on étudie. Okay ? Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui ? Je vais vous montrer des analyses sur l'asymétrie de la robustesse de l'humérus, des analyses sur la robustesse elle-même, des analyses sur les pathologies de l'humérus, et je vais vous montrer un petit graphe sur la robustesse de l'humérus versus le tibia, donc le membre supérieur par rapport au membre inférieur. Et on va essayer d'identifier des comportements, mais un peu plus que ça. Ce qui m'intéresse un peu plus, d'aller un peu plus loin, en fait, c'est pas vraiment de parler des comportements, c'est de parler de ce que ça nous parle en aspect socio-culturel sur les sociétés du passé. Alors, très très rapidement, l'idée pour la robustesse d'un os et pour la robustesse de l'humérus, c'est qu'on va faire une coupe virtuelle à un niveau donné, à 50% ou à 35%, et on va appliquer les propriétés d'ingénierie sur ces os pour calculer certains paramètres qu'on va associer à la robustesse, donc à sa capacité à résister à des contraintes, soit des contraintes de torsion, soit des contraintes de compression. Okay ? Et quand on va faire l'asymétrie de cette robustesse, on va parler en termes de pourcentage, on va faire la différence entre le membre dominant et le membre non dominant, et on va parler d'un pourcentage d'asymétrie de robustesse. Ça marche ? Donc ici, je vous ai présenté le pourcentage d'asymétrie de la robustesse de l'humérus. C'est une étude qu'on a menée en 2017. Et pour vous donner une espèce de background, je vous plotte entre 0 et 40%, c'est ce qu'on peut considérer, c'est un énorme échantillon récupéré par Ruff et collaborateurs, et ça représente ce à quoi on peut s'attendre dans des conditions relativement normales, on va dire. Au-delà de ces 40%, c'est des fréquences qu'on observe chez des individus qui sont très très spécialisés, et actuellement chez des athlètes de haut niveau. Ça marche ? Donc on va séparer les hommes et les femmes, et on va regarder la symétrie au Paléolithique supérieur. Alors, vous avez les points individuels, et vous avez les moyennes et les 95% de la variation. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a des valeurs qui sont complètement hallucinantes pour certains individus, pas pour tous, et que c'est uniquement des hommes, mais que ce n'est pas tous les hommes. L'hypothèse première qu'on peut formuler, l'interprétation première qu'on peut formuler, c'est que certains individus étaient impliqués dans certains hommes, étaient impliqués dans des activités unimanuelles, répétitives et ou intenses. Ok ? Ça ne mange pas de pain. On peut aller un tout petit peu plus loin en termes d'interprétation et dire que ça exprime sans doute une forme de rôle associé au sexe, donc de genre, et donc on est peut-être face à l'évidence, la preuve d'une division genrée des tâches pour la période. Comme on ne retrouve pas tous les sujets masculins avec des fréquences d'asymétrie aussi élevées, on peut aussi indiquer qu'il y a vraisemblablement d'autres facteurs qui jouent, que je ne peux pas mettre en évidence, mais ça n'explique pas la diversité que j'observe pour le groupe masculin. On peut formuler par exemple l'hypothèse de spécialisation.
Alors, pour les femmes, ça devient plus compliqué. Parce que le fait qu'on ait une fréquence qui tombe dans ce à quoi on s'attend pour une population classique, on peut se demander si on a principalement des activités bilatérales ou si on a une diversité d'activités telle qu'on a un effacement d'activités unilatérales. Et on peut se demander aussi si peut-être il n'y a pas assez d'intensité au niveau des activités pour marquer suffisamment et faire de la symétrie. Alors ce point-là, on peut y répondre assez facilement en s'intéressant à la robustesse. Donc en rouge, vous avez les femmes, en vert, vous avez les hommes. Pour le côté droit, on observe une robustesse de l'humérus supérieure pour le sujet masculin, mais on observe l'inverse pour le côté gauche. Et donc la charge sur les individus féminins était vraisemblablement élevée, et elle était de manière assez prédominante sur les deux membres. Donc on est plutôt sur les activités bilatérales. En tout cas, on est sur une intensité d'activité importante. Donc pour illustrer ça, je vous ai fait un petit case report au niveau de Cro-Magnon qu'on a appelé bêta. On pourra discuter de pourquoi on l'a appelé bêta. Donc on est environ à 32 000 ans. C'est un sujet féminin âgé qui fait environ 1,65 m et un peu moins de 60 kg. Et en termes de robustesse de ces humérus, c'est considérable. Elle dépasse quasiment tous les hommes du paléolithique supérieur. Donc elle est ici. Vous voyez, il y a 3 hommes ou 2 hommes qui sont plus robustes qu'elle au niveau du membre supérieur droit, et ici, il y a un seul homme qui est plus robuste qu'elle au niveau du membre supérieur gauche. Donc elle est extrêmement robuste, mais des deux côtés. Donc avec un niveau d'asymétrie qui est extrêmement faible, proche de 0, tout simplement. Et alors ce qui est intéressant au niveau de cet individu, c'est qu'elle présente des petites dépressions. Là, on est au niveau de l'humérus distal, donc la circulation du coude, et bilatéralement, sur les deux côtés, sur les deux humérus, on a une petite dépression ici. Donc si on essaye de trouver un petit peu ce que c'est que cette petite dépression, on arrive dans un autre monde, qui est le monde de la lésion. Et donc il est fort probable que ce soit une ostéochondrite disséquante. Donc c'est quelque chose qui est très bien documenté de manière générale, mais qui est extrêmement rare dans cette localisation-là. C'est très peu documenté pour cette localisation-là. C'est observé uniquement chez les athlètes, tant chez les hommes que chez les femmes, mais par contre c'est quasiment toujours unilatéral de nos jours. Donc un cas bilatéral, c'est assez rare. Ça apparaît, et ça c'est très important, uniquement durant l'adolescence, et c'est associé à des microtraumatismes qui créeraient un problème de vascularisation dans la zone, qui peut entraîner un petit détachement osseux ou une petite malformation au niveau du cartilage. Donc on répond un petit peu à la question pour les femmes. Maintenant, si on revient sur les hommes, on a formulé l'hypothèse de certains hommes impliqués dans des activités inhumanuelles, répétitives et intenses. Et on peut se demander quel type d'activité ça pouvait être. Alors je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand fan de préciser exactement, mais on va essayer d'avoir des informations. Et donc on observait ça. Alors avant on va s'intéresser très précisément à un tout petit endroit du corps qui s'appelle l'épicondyle médial, que vous pouvez largement sentir si vous touchez votre coude à l'intérieur. Vous sentez une petite boule ici, là, c'est l'épicondyle médial. Donc là je vous ai mis à quoi ressemble un épicondyle médial quand il est sain. C'est une anthèse fibrocartilagineuse très saine, très jolie. Et donc voilà ce qu'on a observé pour le paléolithique supérieur. On a observé des petits trucs, des petites dépressions. Alors on parle de petites choses, hein, mais parfois elles sont un peu plus profondes. Donc ici vous avez des petits remodelages. Là, ici c'est un modèle virtuel 3D. Vous avez un petit remodelage avec une petite dépression et quelque chose dedans. Là vous avez des zones carrément avec des lacunes osseuses où on voit l'os trabéculaire remodelé à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est la distribution. Au niveau du corps, c'est uniquement au côté droit. On a observé 6 cas donc. C'est uniquement au côté droit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est uniquement des hommes. Alors vous allez me dire, bon d'accord, on a un petit trou au niveau de l'épicondyle droit de 6 hommes. Ok. Alors premièrement, si je prends sur 700 ou 800 individus du XXe siècle que j'ai pu étudier, je pense que j'ai dû voir 1 ou 2 cas en tout. Donc 6 cas sur 19 hommes, c'est considérable. Ça, c'est une première chose, en termes de fréquence. C'est extrêmement rare dans les populations historiques récentes, on va dire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une zone qui est très précise. Vous l'avez vu, c'est au niveau de la tâche d'un ligament qui s'appelle le ligament collatéral médial. Et pour être plus précis, c'est le faisceau antérieur du ligament collatéral médial. Donc c'est vraiment très très précis. Et il s'avère que ce ligament collatéral médial, il est beaucoup aimé en médecine du sport. Il est vraiment beaucoup aimé. C'est pas n'importe quoi, on fait des bouquins sur lui, on l'aime beaucoup. Pourquoi on l'aime beaucoup? Parce que depuis les années 50, les joueurs de baseball, pas que, mais essentiellement, se sont défoncés le coude, notamment les enfants, et que ça a causé des problèmes épidémiologiques majeurs. Donc c'est un ligament qui souffre énormément à un moment du lancer,
Donc on l'observe énormément au baseball, parce que c'est probablement le geste de lancer le plus violent qu'on connaisse. On l'observe aussi pour les lanceurs de javelot, et on l'observe en moindre mesure au tennis, par exemple, pour le service, ou des choses comme ça. Et donc c'est un moment très précis du lancer, où on a des forces qui sont considérables au niveau du compartiment médial du coude. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut documenter, parce que les données épidémiaux de la médecine du sport sont considérables là-dessus, on peut documenter différentes phases de la vie et différents types de changements. Donc chez l'adulte, on va avoir essentiellement des atteintes au niveau ligamentaire, ou voir le tendon qui s'attache à côté, et on peut avoir des micro-arrachements, des petites modifications osseuses. Chez les enfants, on a généralement un arrachement total de l'épicondyle médial. Donc classiquement, ça ressemble à ça. OK ? Donc ça s'appelle le Little Leaguer Elbow, et dans les années 50, c'était une catastrophe. Donc on a changé les méthodes d'apprentissage du baseball pour arrêter d'avoir ça, quoi. Et les données épidémiaux sont sidérantes. Et alors ce qui est assez génial, c'est que chez les adolescents, et très précisément chez les adolescents, on peut avoir des micro-fractures dues à des stress répétés au niveau de l'épicondyle médial, et on va avoir un arrachement, une fragmentation et un arrachement d'une portion de l'épicondyle médial. Et ça ressemble à ça. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Donc c'est toujours la partie distale, c'est toujours le faisceau antérieur du ligament collatéral médial, et c'est toujours très proche de la trochlée. OK ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement rare de nos jours, sauf chez les jeunes athlètes. C'est pas un truc qui arrive quand un enfant tombe. C'est quand il s'entraîne de manière excessive et qu'il est mal entraîné. On ne sait pas exactement à quoi ressemble l'arrachement, enfin la cicatrisation de cet arrachement chez l'adulte. On ne sait même pas du tout d'ailleurs. Je formule personnellement l'hypothèse, par analogie, de localisation, que ça pourrait ressembler à ça. Comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement observé dans les sports de lancer, mais il me semble difficile de savoir exactement ce que ça impliquait pour le poétique supérieur. Par exemple, j'ai formulé l'hypothèse, personne ne l'a retenu, tout le monde a voulu garder le lancer, mais j'ai formulé aussi l'hypothèse que ça pouvait être associé à la taille de pierre. Pourquoi pas? En tout cas, on va pas. Ce que je peux dire, c'est que au moins certains hommes étaient impliqués dans des activités intenses et répétitives unimanuelles qui impliquaient le lancer. Le geste du lancer, pardon, soyons précis. Le geste du lancer. Alors, pour finir, je vais vous parler de la robustesse relative de l'humérus par rapport au tibia. Donc, on a parlé beaucoup des humérus, qui sont très intenses, très robustes, tout ça. Et donc, toujours pour avoir un petit peu... Donc, ici, on a la robustesse de l'humérus, ici, on a la robustesse du tibia. Et pour avoir une espèce de cadre, on a des données sur des sportifs actuels. On a des droites pour des nageurs actuels, semi-professionnels, et des coureurs semi-professionnels. Et donc l'idée, c'est quand la pente tend vers ici, on va avoir une robustesse de l'humérus relativement plus importante que celle du tibia. Okay, c'est l'idée générale. Donc quand on plotte nos sujets du poétique supérieur, qu'est-ce qu'on observe? On observe ça. Qu'on a une robustesse considérable du tibia par rapport à l'humérus, supérieure à des coureurs semi-professionnels actuels. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme vous le voyez, les femmes et les hommes plottent à peu près de la même manière. Donc l'interprétation qu'on peut faire de ça, c'est qu'on va avoir quelque chose qui semble indiquer une très forte mobilité, ce qui n'est pas vraiment surprenant pour des chasseurs-cueilleurs du Pléistocène, mais ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que ça concerne tant les hommes que les femmes. Donc pour conclure, on trouve des changements, que ce soit des adaptations ou des altérations, au poétique supérieur, qui sont consistantes avec des activités intenses et répétitives, qui sont similaires à ce qu'on observe chez des athlètes professionnels ou semi-professionnels de nos jours. Il semble que ces activités, quelles qu'elles soient, aient commencé extrêmement tôt. C'est des individus qui commençaient extrêmement tôt durant la vie, au moins à l'adolescence. Donc il y avait un statut social qui était acquis en tant qu'homme ou femme dès l'adolescence, dès le début de l'adolescence. Ces changements, en tout cas au niveau du membre supérieur, ne sont pas distribués de manière aléatoire au sein de l'échantillon, ce qui nous indique de probables rôles sociaux associés au sexe. Que le sexe n'est pas le seul facteur, qu'il y avait vraisemblablement d'autres facteurs qui jouaient, que je ne suis pas capable de présenter, et qu'on avait, par contre, tant pour les hommes que pour les femmes, une mobilité extrêmement importante. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Est-ce que j'ai bien compris, c'est la proportion d'adultes sur lequel on observe cette lésion de l'épicondyle, c'est 6 sur 9, c'est ça? 6 sur 19. 6 sur 19? 33 individus. C'est énorme. C'est considérable. Pour quelque chose qui est une rareté aujourd'hui. Et j'observe des fréquences plus faibles, mais assez importantes au néolithique aussi. Au néolithique. J'observe quelques cas féminins, par contre, au néolithique, mais qui ont tendance à être bilatérales. Et alors, bon, alors évidemment, le matériel est moins abondant, mais quand on remonte dans le temps vers le paléolithique moyen ou des choses plus anciennes... C'est le sujet d'une thèse actuellement à Bordeaux. Le sujet d'une thèse. Non, mais parce que, bon, on vend le paléolithique supérieur comme la période, justement, d'explosion de toutes les armes pour tuer à distance. C'est le sujet d'une thèse. Donc, normalement, on devrait s'attendre à une montée en fréquence de ce truc-là, qui a peut-être existé avant, mais à un degré... On va voir, je suis assez optimiste. On le saura. Est-ce qu'au néolithique, on voit apparaître des altérations squelettiques liées à des activités qui n'existaient pas au paléolithique? Alors, ça a été formulé pour tout ce qui est l'utilisation des meules, mais c'est basé sur l'absence d'asymétrie des femmes, et j'aurais tendance à dire au paléolithique aussi, il y a une absence d'asymétrie, et on ne dit pas qu'à meule, donc en fait on dit un peu ce qu'on en veut, ou ce qu'on a envie quand on a envie. Donc c'est pour ça que je pense vraiment chercher au sein du même squelette, entre gauche et droite, entre membre supérieur et membre inférieur, ou chercher au sein d'un groupe, suivant le matériel associé quand il y a du matériel, ou le sexe quand on n'a pas de matériel, sans aller trop loin dans l'interprétation de qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, parce que j'ai jamais étudié de chasseurs-cueilleurs de ma vie, mais j'imagine qu'ils font plein de choses dans leur vie, ces gens. Donc il ne faut pas trop calquer des trucs, je crois. Je crois que c'est déjà suffisant, hein, c'est vendeur, moi je trouve. Merci Sébastien.